Donc, on se retrouve pour un premier webinaire sur les modèles éco des grappes PV. Ce sera une série de 4 webinaires. Le but étant de mieux comprendre comment ça fonctionne économiquement nos petites coopératives de grappes photovoltaïques, enfin coopératives ou sociétés classiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment reprendre les bases et ensuite on aura 3 autres webinaires en janvier, en février et en mars pour aller un peu plus loin. Le but d'aujourd'hui, c'était bien vraiment de reprendre la base de la base pour comprendre les grandes notions sans aller trop dans le détail. Donc pour certains, ça va vraiment être de la révision. Quand je vois certains noms dans la liste des participants, voilà, je me dis que vous seriez largement plus calé que moi pour faire cette intervention. Donc merci de votre indulgence. Là, le but, c'est vraiment de parler à tout le monde et que ce soit un webinaire diffusable à tous ceux, tous les membres de nos coopératives pour une première approche. Quand on veut leur parler de modèle éco, des fois, ce n'est pas toujours simple avec ceux qui n'ont jamais utilisé les termes de trésorerie, de compta, etc. Il faut pouvoir partir par un bout. Donc là, c'est la proposition de ce webinaire, vraiment faire le truc basique. Donc, quand on parle de modèle économique, pourquoi on en parle? C'est parce que, vous allez le voir, donc là, vous avez plein de termes qui s'affichent, panneaux photovoltaïques, financement citoyen, marché de l'énergie, urbanisme, raccordement, contrat d'achat, emprunt, assurance, etc., etc. Tout ça, ça nous parle à nous, mais ça ne parle pas à tout le monde et il faut pouvoir l'expliquer. Et souvent, on a plusieurs façons d'expliquer, mais il y a aussi un des moyens d'expliquer, c'est la vision économique de tout ça. Donc, pour ça, on va faire un plan d'affaires ou un modèle économique ou un plan d'entreprise. Ce qu'on appelle business plan, c'est le plan d'affaires et ça contient le modèle économique, mais ça va aussi expliquer tous les risques, tous les aléas, tous les fonctionnements, toutes les qualités qu'il faut dans l'équipe, etc. Donc, c'est vraiment bien plus large que le modèle économique. Ce plan d'affaires, il va détailler qu'est-ce qu'on est en train de lancer comme entreprise, comme action, comme activité, avec quels moyens, avec quelles ressources, dans quel marché, avec quelles contraintes autour de nous, quelles sont les forces et les faiblesses du projet, etc., etc. Et il y aura une vision de ce plan d'affaires, c'est le modèle économique. Donc, on est bien là sur une vision restreinte au modèle à la visée économique, mais qui doit s'inscrire dans quelque chose de plus large. Alors du coup, il y a des slides là sur lesquels on ne va pas passer beaucoup de temps, parce que c'est plutôt les slides de ce que je raconte. Mais ce sera des slides qui seront intéressantes si vous voulez diffuser sans la vidéo ce webinaire. Donc, dans le plan d'affaires, on va comprendre l'activité, c'est ce que je vous disais, mais on va surtout essayer de convaincre différents partenaires, donc les citoyens, les partenaires, installateurs, assureurs, etc., et puis les financeurs, que ce soit des fonds d'investissement, des collectivités, des banques. Donc, il va aussi falloir qu'on le traduise en plein de langues, ce plan d'affaires, puisqu'il y aura une traduction grand public, une traduction plutôt institutionnelle, une traduction plutôt financière. Donc, à chaque fois, il va falloir pouvoir parler de la même chose sur plusieurs langages, et c'est souvent un peu la difficulté qu'on a. D'être très clair et très carré sur la vision économique du projet. Et du coup, une fois qu'on est très clair et très carré, on peut la traduire en plusieurs langues assez facilement, jongler avec ces notions. Mais au départ, c'est toujours un peu la partie complexe. Donc, pourquoi on fait un modèle économique? Donc, la partie vraiment, la visée économique du plan d'affaires, c'est pour s'assurer que le projet, il peut être viable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être viable, hein, ça veut dire qu'en tout cas, on a mis, nous, on a modélisé toutes nos hypothèses et ça nous semble viable ce projet, mais il pourrait toujours y avoir des aléas qu'on n'a pas prévus. Le modèle économique, c'est bien une projection de nos hypothèses et ni plus ni moins. Donc, le but, c'est de valider les hypothèses économiques du projet, d'analyser la rentabilité, de comparer des projets entre eux, donc seulement sur le plan économique, bien sûr, mais avec un modèle économique et certains ratios, on va pouvoir comparer la rentabilité d'un investissement dans une plantation sur une exploitation maraîchère ou sur un investissement photovoltaïque. On va avoir des critères économiques sur lesquels on va pouvoir se baser et dire voilà, c'est plus intéressant économiquement d'investir là-dedans que là-dedans. Par contre, voilà, c'est bien que de la visée économique et on sait que nos projets sont faits de plein d'autres choses et heureusement, sinon on ne serait pas dans énergie partagée pour parler de ça. Et du coup, à plus long terme, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir comparer au fur et à mesure avec le réel. Donc, c'est en gros le plan qu'on a tracé, la carte qu'on a dessinée avec les informations qu'on avait. Et puis, petit à petit, on va aller la détailler, cette carte. On va aller comparer le trajet parcouru avec la carte et on va pouvoir, comme ça, continuer à suivre un cap et pas juste avancer dans le brouillard. Juste petite précision, vous avez un petit outil là pour lever la main. Donc, n'hésitez pas s'il y a vraiment des questions d'incompréhension
en live, vous pouvez lever la main et poser vos questions à l'écrit. Et Adrienne regarde vos questions. Et s'il y a vraiment des choses qui sont pertinentes, on coupe la présentation pour répondre à une question qui pourrait être bloquante. Et sinon, il y aura régulièrement des phases de questions-réponses. Du coup, ces modèles économiques, ils ont quelques pièges. Donc là, je vous affiche une superbe courbe, ce qu'est la courbe de Laffer, qui a permis en fait d'expliquer plein de choses, enfin, surtout en fait de faire des démonstrations qui reposent sur des simili-analyses chiffrées. Donc la courbe de Laffer, hein, c'était pour prouver qu'un taux faible d'impôt, ça rapportait plus qu'un taux élevé d'impôt. Bien sûr, le monsieur était plutôt libéral et voulait faire chuter l'impôt. Donc, ils ont créé comme ça des courbes qui sont très mathématiciennes et très sérieuses pour expliquer les modèles économiques. Et du coup, nos modèles économiques, ce que nous, on écrit, c'est pareil, ça va être des tableaux, des chiffres, des trucs qui font très sérieux. Mais il faut faire attention parce qu'on a beau être très formel et il faut que nos chiffres ils soient appuyés sur de la réalité. Sinon, on peut très vite emporter l'adhésion des tiers grâce à des chiffres, même si nos hypothèses de départ sont fausses et du coup, si nos résultats sont faux. L'économie, au tout début, c'était raconté dans des fables. Puis les sciences dures sont arrivées et les économistes ont pris un peu ce pli-là. Ils ont essayé d'expliquer leurs fables par des chiffres et très souvent, ça fonctionne très bien. Donc la courbe de Laffer en est un bel exemple. Nos modèles économiques aussi, on peut créer des tableaux Excel, rentrer plein de chiffres dedans et sortir des résultats. Si on ne sait pas aller vérifier les hypothèses et les calculs qu'il y a dedans, on peut convaincre à peu près n'importe qui que notre projet est très très viable, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Par exemple, un productible surestimé, ça, ce n'est pas le modèle qui va nous le dire, c'est bien d'autres études, mais si le productible est surestimé, notre rentabilité, elle sera surestimée aussi. Si le productible est sous-estimé, la rentabilité sera sous-estimée et on risque de passer à côté d'un projet qui aurait pu être bon. Pareil, si on sous-estime nos charges, on aura une rentabilité qui sera surestimée. Donc voilà, c'est vraiment les gros pièges des modèles économiques, c'est qu'on fait tourner des hypothèses et des calculs, mais si les calculs sont faux ou les hypothèses sont fausses, ce n'est pas le modèle économique qui va nous le dire. Il va nous sortir des résultats qu'on va prendre pour argent comptant et on risque de vraiment se planter en créant ça. Donc sur la partie, sur nos métiers, le photovoltaïque, on a quand même des modèles économiques qui sont relativement simples et basiques. Donc, on n'a pas trop de pièges et puis on a des hypothèses qui sont quand même connues, hein, notamment en obligation d'achat. On va avoir un tarif sur 20 ans, donc on a quand même des choses qui sont très fiables. Donc, c'est assez facile d'écrire un modèle économique. Mais le plus gros piège dans les modèles économiques, c'est de revenir sur les hypothèses une fois qu'on a fait les calculs. On a des hypothèses qui nous semblent bonnes, on fait les calculs, on voit que ce n'est pas très rentable et du coup, on va venir rogner nos hypothèses ou les adapter un petit peu pour trouver de la rentabilité. Souvent, c'est la plus grande erreur à faire dans nos calculs, c'est qu'on va aller trafiquer la réalité pour qu'elle rentre dans les bons chiffres, sauf que la réalité, elle va revenir vers nous et elle ne va pas se laisser faire. Donc voilà, le plus gros piège, c'est de revenir sur les hypothèses. Ça peut être très vrai, notamment quand on monte un restaurant, on va tabler sur le prix des plats, sur un nombre de couverts par midi, etc. etc. Si finalement, on se rend compte que ce n'est pas assez bon, on va peut-être augmenter le nombre de couverts servis chaque midi. Sauf que ce nombre de couverts, il y a une étude marketing au départ qui nous permettait de calculer ce chiffre, ce nombre de repas servis chaque midi. Si on vient le trafiquer, on n'est plus en lien avec la réalité. Notre business plan, il dit que c'est viable, mais au bout de 3 ans, on ferme la boutique parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vient manger. Voilà les gros pièges. Du coup, nos chiffres, le contenu, ça va vraiment être que des chiffres, mais il faut qu'ils soient basés sur la réalité. Il faut qu'ils soient évalués, étayés. Donc voilà, il faut qu'il y ait vraiment des études derrière qui soient sérieuses. Donc je pense notamment aux productibles. C'est très dangereux de surestimer, de sous-estimer un productible. Et c'est souvent un peu le défaut qu'on peut avoir avec certains installateurs qui vont nous vendre des productibles surestimés. Donc c'est important d'aller le vérifier de notre côté, par exemple. Dans les hypothèses technico-économiques, on va avoir le productible, on va avoir tous les investissements, on va avoir les charges de fonctionnement, la maintenance, l'assurance, etc. On va avoir notamment l'inflation, on va avoir aussi les charges financières. Voilà, il y a plein de choses, plein d'hypothèses qu'on va rentrer petit à petit dans le modèle économique. On va en voir une bonne partie aujourd'hui et les fois d'après, on verra comment on les agrège en fait dans un modèle économique pour faire les calculs. N'hésitez pas, si ça va trop vite, notamment Adrienne, de me faire signe si ça va un peu vite.
Donc le contenu, là, vous l'aurez, c'est ce qu'on vient de dire. Et du coup, on va commencer assez basiquement en fait, par la trésorerie. On commence par là parce que c'est vraiment en fait ce qu'on manipule. Alors, ce qu'on manipule, on ne le manipule pas avec des billets, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on va voir passer sur le compte. Donc, c'est vraiment la partie, on va dire, visible des modèles économiques, c'est la trésorerie. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce qui doit ne jamais être négatif. En tout cas, on doit avoir, si on voit que ça va aller dans le négatif, il faut très très vite prévoir des solutions pour revenir dans le positif, puisque la faillite, c'est vraiment le manque de trésorerie et l'incapacité de payer nos dettes qui peut pousser vers la faillite, même si le résultat, lui, il est négatif, on verra plus tard, c'est pas forcément très grave. Par contre, la trésorerie, elle ne peut pas être négative. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est souvent ce qu'on ne regarde pas trop en fait quand on fait les modélisations à 20 ans, puisque la trésorerie, c'est plutôt du court terme, mais en tout cas c'est bien quelque chose qui est le plus important dans le modèle économique, c'est de bien gérer sa trésorerie. Enfin, dans la vie du projet, c'est de bien gérer la trésorerie. Du coup, là, on a pris des hypothèses volontairement très simplifiées pour faciliter les calculs et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on part sur une petite installation de 7 kg avec 10 000 euros d'investissement. C'est simplifié et ce n'est pas forcément très vrai. 9 000 euros d'installation et 1 000 euros de raccordement. Un emprunt bancaire qui va représenter 70% de la somme. Donc, on va emprunter 7 000 euros et on va amener en fonds propres 3 000 euros. On va faire un emprunt sur 15 ans avec une échéance à 550 euros par an. Là encore, c'est très simplifié. Ne refaites pas les calculs, ça ne sert à rien, c'est faux. On a un forfait d'assurance maintenance de 150 euros. Le but, c'était juste de symboliser des charges et pas du tout d'avoir des prix réalistes. Et une vente d'électricité de 1 000 euros par an. Donc du coup, là, on va faire un peu la vie du projet depuis le démarrage du projet jusqu'à la mise en service et les 2 premières années pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer en termes de trésorerie sur le compte de la société. Encore une fois, c'est vraiment un projet photovoltaïque et c'est pas du tout, on ne prend pas en compte la société, tous les frais de la structure qui vont avec. Ça, on le verra par la suite. Là, c'est vraiment le but de voir comment ça fonctionne, la trésorerie, les différents critères qui vont nous guider. Du coup, on commence à M-6, donc 6 mois avant la mise en service. Et là, on sait qu'on va faire ce projet, on a tout étudié, tout est bon. Donc, on lance le projet, on lance la mobilisation citoyenne et voilà, en quelques mois, on récupère les 3 000 euros. Donc, on voit un apport de capitaux qu'on voit ici. Donc, les citoyens apportent 3 000 euros de capital. Et du coup, notre trésorerie à la fin du mois, enfin dans ce mois-là, elle est positive de plus 3 000 euros. Et du coup, on arrive à un cumul de trésorerie à 3 000 euros. C'est pour vous expliquer le fonctionnement du tableau, c'est assez basique, mais ça va être mieux par la suite. Donc ensuite, à M-5, on a signé le devis de raccordement Enedis, on a payé la compte, moins 500 euros. Du coup, à la fin, on se retrouve avec, à la fin du mois, donc on a eu que des dépenses ce mois-ci, moins 500 euros, et on a un cumul de trésorerie, donc le solde du compte, vraiment, qui est à 2 500 euros. On continue à avancer. On devait avoir le prêt qui arrivait, mais forcément, il y a eu un peu de délai, ce qui est assez classique. Du coup, le capital du prêt nous est versé. Donc là, on a 7 000 euros de capital qui arrive sur le compte, et ça nous permet de payer ce mois-ci le premier acompte de l'installateur. Du coup, on a eu plus 7 000, moins 4 000. Notre solde de trésorerie sur le mois est de plus 3 000 euros. Et on arrive à un cumul de trésorerie à 5 500 euros. On continue à avancer comme ça. Donc, deuxième acompte de l'installation. Ensuite, on fait le deuxième acompte du raccordement et un dernier acompte à l'installateur lors de la mise en service, puisqu'il nous a rendu tous les dossiers techniques, etc. On est très content, donc on lui paye le solde de l'installation. Du coup, on voit ici que voilà, on a bien eu nos 10 000 euros d'apport avec les capitaux citoyens et l'emprunt bancaire. On a bien dépensé nos 10 000 euros d'investissement. Du coup, on arrive à zéro. C'est génial. Maintenant, on n'a plus qu'à produire de l'énergie. Donc, on va avoir plein de recettes derrière. C'est parfait. Sauf que, entre-temps, on va avoir dès la première année l'assurance qui va vouloir qu'on la paye. Donc là, c'est l'assurance et la maintenance. Il n'y aura peut-être pas forcément de maintenance la première année. Mais encore une fois, c'est vraiment de la simplification, la hypothèse pour montrer les mécanismes.
Donc, on se retrouve déjà à moins 150 euros sur le compte. Et là, la banque n'est pas déjà très contente. Imaginez, hein, si on fait des projets de 100 kg, de 250 kg, bah là, les sommes en jeu sont quand même plus conséquentes et la banque va râler tout de suite. Et puis surtout, avant d'avoir les premiers chiffres d'affaires, donc les premières ventes d'énergie qui arrivent, bah, il va se passer encore un peu de temps. Et du coup, dans l'année 2, bah, on va sûrement avoir un, encore une fois l'assurance à payer, on va commencer à rembourser l'emprunt. Et du coup, là, à M1, bah, on aurait dû avoir, enfin, on va facturer l'énergie. Hein, ça fait 1 an qu'on produit, donc on va facturer l'énergie à EDF-OA ou à, à Enercop. Euh, Sauf que voilà, on la facture à 12 mois après la mise en service, mais il faut un peu de temps pour être payé. Donc finalement, l'argent va arriver sur le compte 3-4 mois après. Donc, du coup, entre les deux, on se retrouve en bas ici, là, dans le cumul de trésorerie, avec un point bas qui est à moins 850 euros. Donc, ça, c'est vraiment pour symboliser le trou de trésorerie qui est normal et qui va arriver dans tout projet et dans toute création de société. Il y a forcément des moments au début où on va être à court de trésorerie. Et ça, en fait, il faut le prévoir et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est vraiment ce qu'on a symbolisé ici. Les moins 850 euros, c'est notre trou de trésorerie et c'est nos besoins en fonds de roulement. En gros, c'est la valeur minimum qu'il faut qu'on ait sur le compte au départ pour ne jamais être à zéro. Donc ici, on est arrivé dans le négatif. Il faut qu'on prévoie cette marge pour toutes les premières charges. Et on va du coup se dire, voilà, là, les citoyens sur ce coup-là auraient pu amener 1 000 euros supplémentaires. Donc, c'est des 850 euros plus un peu de marge parce qu'il peut y avoir des aléas dans tout projet. Donc, voilà, il faut bien prévoir ce besoin en fonds de roulement et ne jamais oublier que on n'est pas juste des investissements à couvrir, mais on a aussi plein de charges qui vont arriver, plein d'aléas qui vont nous arriver. Donc, il faut le prévoir et avoir un fonds de roulement. Donc, il faut le constituer au départ. Donc là, on se dirait 1 000 euros de fonds de roulement. Et du coup, dans notre tableau, ça ferait, voilà, ici, on aurait, vous voyez avec le rond rouge, on n'aurait pas amené que 3 000 euros, mais 4 000 euros. Et du coup, notre cumul, il va être beaucoup plus sympa et on va arriver au plus bas à 150 euros avant de commencer à engranger des recettes. Voilà un peu sur cette partie. Est-ce que, voilà, s'il y a vraiment des incompréhensions, n'hésitez pas à le dire dans le. Est-ce que tu vois des choses, Adriana, qui mériteraient vraiment réponse? Non, bah moi, Ah, ça me paraît très clair. Il y a pas de question. Enfin, il y a une question de monsieur Denise, mais qui, je pense, anticipe un peu, qui pose des questions sur les paramètres de calcul du TRI. Je ne sais pas si on a prévu de le voir aujourd'hui déjà ou si ça viendra plus tard. alors le TRI, ouais, ce sera vraiment dans le deuxième webinaire, donc ce sera en janvier. Là, on ne va pas aller aussi loin aujourd'hui. Le but, c'est vraiment que ce soit accessible à tous. Je vois une question sur la TVA. En effet, merci Johan, il faut être un peu de patience avec les slides d'après, on y arrive. Donc là, on a vu la notion de besoin en fonds de roulement et de fonds de roulement bien constituer en fait un matelas de sécurité pour la coopérative, histoire de ne pas se retrouver dans le rouge. Donc, on revient un petit peu en arrière. On n'a pas constitué notre fonds de roulement et surtout, on avait bien oublié une étape, c'était la TVA, qui n'a pas beaucoup d'impact sur le modèle économique à long terme, mais qui va avoir un impact sur la trésorerie à court terme. En effet, là, tout ce qu'on a dit, c'était hors taxe. Et dans la vie, on calcule en hors taxe, mais on paye en TTC, donc on paye en hors taxe plus la TVA. Donc, quand je paye 500 euros de raccordement à Enedis, et ben, en fait, je paye aussi 100 euros de TVA. Et cette TVA, je vais la récupérer a posteriori. Donc là, j'ai mis à 2 mois, mais souvent, on va déclarer la TVA tous les trimestres et puis l'État va mettre 1 mois à nous rembourser. Donc il y a toujours un petit délai entre le moment où on va décaisser des dépenses et le moment où on va être remboursé de la TVA. Donc ça, c'est vraiment un matelas supplémentaire qu'il va nous falloir, qu'il faut qu'on puisse prévoir dans la vie du projet. Alors souvent, du coup, ça va impacter le BFR. Dans l'exemple ici, très peu, mais dans la réalité, ça peut aller beaucoup plus loin puisque notamment certains services des impôts des entreprises, donc selon les secteurs où vous êtes, vont vous demander, pour pouvoir vous rembourser la TVA, que vous prouviez que les investissements sur lesquels vous demandez le remboursement de TVA vont générer de la TVA déductible.
Donc la TVA déductible, c'est quand je vends un service avec de la TVA, du coup, là, cette TVA, je la collecte pour l'État, mais après, du coup, je la redonne à l'État. Alors que sur les investissements, je décaisse de la TVA et après, l'État me rembourse. Donc il y a toujours ce phénomène de décaissement de TVA d'un côté et d'encaissement de TVA de l'autre. Donc quand on a des recettes, on encaisse de la TVA et on la redonne à l'État. Quand on a des dépenses, on décaisse de la TVA et l'État nous la rembourse. Donc, pour certains services des impôts des entreprises, en photovoltaïque, il faut qu'on prouve qu'on va générer de la TVA et du coup, il faut qu'on prouve qu'on ait un contrat avec EDF ou avec Enercop, en tout cas qu'on a un contrat qui nous permet de vendre cette énergie et du coup de générer de la TVA. On sait tous que le contrat avec EDF, ça peut être très 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 long à obtenir. On a des exemples là où ça fait 1 an, des fois plus d'1 an pour obtenir le contrat. Donc, ça peut être une TVA décaissée sur vraiment du long terme et ça peut amener du coup d'autres coûts, notamment le fait d'être obligé d'emprunter de l'argent pour créer ce matelas qui va nous protéger, qui va nous permettre de décaisser cette TVA sans être dans le rouge. Et du coup, là, ça va créer des frais supplémentaires, des frais financiers supplémentaires. Donc, logiquement, ça a très peu d'impact, la TVA, sur le modèle économique à long terme, sauf si on est obligé d'emprunter de l'argent pour aller pour faire le tampon de ces décaissements de TVA. Petit point sur la TVA. Alors là, c'est une notion un poil plus complexe, mais on va quand même l'aborder dès maintenant. Quand on vend notre énergie à EDF, OA ou à Enercop, sur les factures, il n'y a pas de TVA. Et du coup, on pourrait se dire, du coup, nous, on ne peut pas récupérer de la TVA. Sauf qu'on est dans ce qu'on appelle une chaîne de TVA. Donc, nous, on produit de l'énergie, on la vend sans TVA à EDF ou Enercop, mais Enercop ou EDF, quand ils vendent l'énergie aux particuliers derrière, ou peu importe à qui d'ailleurs, ils vont le facturer avec TVA. Donc, il y aura bien de la TVA qui va être générée quelque part pour l'État, même si entre EDF et nous, il n'y a pas de TVA. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autoliquidation de TVA. Donc, pour nous, ça n'a pas des gros impacts, mais c'est juste que nous, au tout départ, du coup, on va se faire rembourser de la TVA. Et après, dans la vie du projet, on va avoir très peu de mouvements de TVA, puisque sur nos chiffres d'affaires, on n'aura pas de TVA qui va rentrer. Pourtant, on peut quand même se faire rembourser la TVA, puisqu'il y a bien la création de TVA quelque part dans la chaîne. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Donc voilà, bien penser par contre à faire des déclarations de TVA trimestrielles, au moins au début, puisque sur vos investissements, sinon il va falloir attendre la fin de l'année pour pouvoir demander les décaissements de TVA. Autre astuce qui est arrivée à plusieurs coopératives, le fait de déclarer soi-même sa TVA, le Centre des impôts des entreprises a été assez bloquant sur le fait qu'il attendait de nous le contrat EDF-OA pour débloquer la TVA. Par contre, quand c'est l'expert comptable ou le comptable qui a fait ces déclarations de TVA, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc parfois, ça peut valoir le coup de voir avec son expert comptable pour qu'il fasse les déclarations de TVA. Alors, à quoi correspondent les 30 € de TVA? Alors, dans le tableau, on voit à chaque fois, donc il y a un décaissement de 100 €. Là, il y a une dépense avec 500 € de raccordement. Et du coup, il y a 20%, donc 100 € de décaissement de TVA. Et ensuite, on la récupère à M+2. Donc, du coup, les moins 100 € qu'on trouve au M-5, on retrouve les 100 € à M-3. Et du coup, dans le etc., là, dans cette ligne-là, les 30 € qui apparaissent un peu tout seuls, en fait, c'est les moins 30 € qui se retrouvaient à M2. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il y avait autre chose? N'hésitez pas du coup à poser des questions en live, parce que même dans la vidéo après, ça permettra d'avoir des explications claires et qu'il n'y ait pas des trous dans la raquette. Ok. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous dire. Vous les retrouverez dans les slides qui vous seront qui seront accessibles aussi sur le site. Et du coup, maintenant, on va passer. Donc là, on a vu les différents points de la trésorerie. Donc, le fait c'est vraiment tout ce qui passe sur le compte, le fait qu'on doit avoir prévu le besoin en fonds de roulement et le fait que la TVA, ça peut être quelque chose d'assez important, en tout cas sur la partie investissement. Après, dans la vie du projet, beaucoup moins. Mais au tout début, il faut vraiment bien penser à la TVA parce que ça peut avoir un effet important sur le besoin en fonds de roulement. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, on va aller vers le compte de résultat.
Donc, le compte de résultat, c'est vraiment l'écriture comptable, la vision comptable des flux économiques. Là, on avait vraiment les flux économiques en live, on va dire, sur le compte, la trésorerie. Et le compte de résultat, c'est on va les traduire pour avoir la vision comptable. La comptabilité, donc, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité et qui a toujours servi à un truc essentiel, c'était calculer la création de valeur d'une activité pour pouvoir lui imputer un impôt. Donc, c'est vraiment comme ça qu'a été inventée la TVA. C'est sur la TVA, pardon, la comptabilité. C'était le but de compter, d'estimer la valeur, la création de valeur et de pouvoir calculer l'impôt. Du coup, on va toujours chercher, en fait, dans la comptabilité, à donner une image sincère et fidèle des dépenses et de la création de valeur de l'entreprise chaque année. Puisqu'on paye l'impôt au pas annuel, on va regarder sur un an quelle a été la création de valeur. On va essayer de lui donner l'image la plus fidèle et sincère possible pour qu'on puisse savoir combien on va être taxé sur cette création de valeur. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de nos recettes, il n'y a pas de changement. On les prend telles quelles. Donc là, il n'y a pas de modification d'écriture. On retrouve nos 1 000 € chaque année de recettes. Par contre, au niveau des investissements, tous nos investissements, on va les faire disparaître la première année et on va les lisser dans la durée. En fait, on va les lisser puisque on a dépensé 10 000 €, mais on ne les a pas dépensés que pour la première année. On les a dépensés, en fait, c'est une dépense qu'on fait pour les 20 ans à venir, les 20 ans d'utilisation de l'installation. Donc, c'est vraiment ce lissage qui va permettre de donner une image fidèle, puisque finalement, ça nous a pas coûté 10 000 € la première année, c'est bien ce qu'on a décaissé, ce qu'on a payé. Et finalement, la première année, on n'a dépensé que 500 €. On a dépensé 1/20 de cet investissement. On l'a utilisé à 1/20 de sa capacité. Et du coup, les 20 ans, là, ils sont calculés sur la durée de notre contrat. En photovoltaïque, on peut faire ça. Comme on a un contrat sur 20 ans, notre machine, nos panneaux, on va l'utiliser pendant 20 ans. Et donc, on peut amortir ce coût sur 20 ans. Quasiment tout, sauf par exemple les onduleurs qui, si on a dit qu'on allait les changer au bout de 10 ans, on va les amortir sur 10 ans, puis on va en racheter d'autres qu'on réamortira de nouveau sur 10 ans. Mais l'investissement global, on peut l'amortir sur 20 ans. Donc là, on a le calcul, 10 000 € sur 20 ans, ça fait 500 € par an. Et donc, notre amortissement, ce lissage, ça s'appelle l'amortissement. On va prendre en compte juste chaque année la valeur qu'on a utilisée de notre installation. Donc, au lieu d'avoir l'investissement hors taxe la première année, ici, là, que toute la partie qui est grisée, tout ça, en fait, on va le transformer en moins 500 € chaque année d'amortissement. Ça, c'est vraiment cette notion d'amortissement qui est intéressante pour donner l'image réelle des dépenses qu'on a eues chaque année. Par contre, on voit bien que du coup, il n'y a plus... là, on est vraiment décorrélé de la trésorerie, puisque en trésorerie, on a bien payé 10 000 € la première année, mais comptablement, on va l'imputer petit à petit. Alors, on ne va pas voir le bilan aujourd'hui, mais dans le bilan, du coup, on aurait la valeur comptable. C'est 10 000 €. Ils vont être mis dans le bilan, dans nos actifs. Et chaque année, on va venir grignoter cet actif de 500 € jusqu'à ce qu'il soit arrivé à 0. Ensuite, on va avoir toutes nos charges. Donc, dans nos charges, on va constater toutes les charges hors taxe, donc l'assurance et la maintenance. Tout ça, ça va bien continuer à apparaître dans notre tableau de compte de résultat au même titre, mais on voit bien que c'est la partie hors TVA qui apparaît. Par contre, les remboursements de prêts, eux, ils vont disparaître ici, là, la ligne qui est grisée. Tout ce qui est mouvement de capitaux, donc là, en fait, il n'y a pas eu de création de valeur, c'est juste qu'on a remboursé cette valeur à quelqu'un. En fait, cette avance de trésorerie qu'il nous a faite, on lui a redonné. Du coup, ces mouvements de capitaux, ils n'apparaissent pas dans le compte de résultat puisqu'ils ne sont pas générateurs de valeur. Ni, c'est pas vraiment une charge, c'est juste de l'argent qu'on nous avait donné et qu'on rend. Donc ça n'apparaît pas. Par contre, les intérêts, donc là, c'est bien une charge financière, c'est ce que ça nous a coûté d'avoir cet argent en avance. Ça nous a coûté là 150 € la deuxième année, 140, 130, etc. Donc là, on voit le prêt dégressif qui se met en place, mais donc les capitaux ne rentrent pas dans la balance. Idem, les capitaux des citoyens et du coup le versement de l'emprunt, le capital de l'emprunt qu'on avait tout en bas, eux, ils ne sont pas comptés dans le compte de résultat.
ils vont apparaître dans le bilan, ça on le verra la prochaine fois, ils vont bien apparaître dans le bilan dans notre passif, donc les dettes qu'on doit à l'extérieur, mais ils n'apparaissent pas dans le compte de résultat puisqu'ils ne sont pas sujets à la création de valeur. Tout comme la TVA. La TVA, c'est juste des mouvements entre nous et l'État, mais ça ne rentre pas dans notre création de valeur. Du coup, elle n'est pas comptabilisée dans le compte de résultat. Du coup, on a notre résultat ici, le résultat du projet qui apparaît dans la dernière ligne. Et on va juste nettoyer un petit peu tout ça pour avoir une vision du compte de résultat. Donc, entre les deux, on a juste du coup effacé tout ce qui était en gris et fait la somme annuelle des différentes lignes. Donc, on arrive à notre résultat avant impôt du projet. Et ensuite, quand on est en négatif, on ne paye pas d'impôt. Quand on est en positif, on paye de l'impôt. Et ensuite, on a le résultat après impôt, résultat net. Là encore, c'est très simplifié, puisque en réalité, là, on n'est que sur un projet photovoltaïque, mais il y a bien les charges, toutes les autres charges qui vont autour, qui n'apparaissent pas ici. Du coup, petite phase de questions-réponses, s'il y en a. Est-ce que vous avez pu voir ça, Johan et Adrienne? Donc, Johan, maintenant, tu es bien passé conférencier. Excuse-moi, j'avais un peu oublié au début, mais maintenant, tu peux communiquer avec nous et tu dois voir les questions-réponses de tout le monde. Oui, bonjour à tous. Tout va bien. Salut Johan. Il y a une question de certains Christian. Est-ce que le contrôle fiscal à la TVA est-il toujours systématique la première année? Alors, le contrôle fiscal, enfin, je ne sais pas si c'est un contrôle fiscal, mais en tout cas, au tout début, ils vont, sur la première demande de remboursement de TVA, le Centre des impôts et entreprises va vous demander toutes vos factures. Donc, ils vont bien analyser le fait que, OK, vous avez bien compris. Enfin, c'est notamment comprendre voir si on a bien compris le système de la TVA, qu'on ne s'est pas planté. Donc, dans la plupart des coopératives, là, la première année, à la première demande de remboursement, le Centre des impôts des entreprises demande toutes les factures d'investissement, toutes les recettes et va comparer tout ça avec vos déclarations de TVA pour voir si vous avez bien fait la déclaration. Et donc, c'est souvent là qu'ils vont vous dire « Ah, du coup, ça, c'est de l'investissement dans du photovoltaïque. Ça, c'est une facture qui correspond à un investissement photovoltaïque. Du coup, prouvez-moi que vous allez générer de la TVA et que vous avez bien prévu de vendre cette énergie à quelqu'un. » Une autre question. Pourquoi les impôts n'apparaissent-ils pas dans la trésorerie? Pourquoi les impôts n'apparaissent pas dans la trésorerie? C'était juste pour… oui, ils apparaissent bien dans la trésorerie, pardon. C'était juste sur l'enchaînement pour les différentes notions. Je n'ai pas mis les impôts directement parce que je ne voulais pas parler de résultats au tout début pour ne pas perdre le fil. Mais en effet, là, si on représentait le vrai tableau de trésorerie, les impôts, on les décaisse chaque année, donc ils sortent du compte. Donc, ils sont bien à prendre en compte dans la trésorerie. Alors, en effet, pardon, sur les impôts, tant qu'on a un report négatif, donc je reviens sur le tableau d'avant. Du coup, ici, là, on a un résultat après impôt qui est à moins 650. Du coup, en théorie, avant de payer les impôts, il faut qu'on ait purgé ce résultat négatif. Donc, la deuxième année, on serait arrivé à moins 450, la troisième année à moins 400, moins 200, voilà, en année 5, on serait repassé dans le positif et à partir de là, on aurait payé les impôts. C'est une mauvaise simplification du tableau et je m'en excuse, mais c'est bien. En effet, on devrait attendre. Il faudrait rajouter une ligne du report à nouveau et c'est seulement quand il redevient positif qu'on commence à payer des impôts. Merci. Du coup, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a une question sur le taux d'imposition. Alors là, c'est le taux d'imposition des sociétés. Je ne l'ai plus en tête, mais il y a le seuil des 38 000 euros. Et en dessous de ça… 15% et 33% ensuite. Ouais, 33% ensuite. Donc ça, je le rajouterai aussi dans la présentation. Je le corrigerai pour que ce soit plus clair. Il y a une question de Marc. Oui, c'est 28 maintenant. Pardon, c'est 28. Ah oui, c'est 28, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'en autoconso, on ne peut pas se faire rembourser de TVA? Question de Marc. En autoconsommation, on va vraiment définir ce qu'on fait. Alors, déjà, si on fait de l'autoconsommation pour un particulier, il n'a pas de TVA, donc là, il n'y a pas de question à se poser. Si c'est une entreprise qui fait de l'autoconsommation, j'ai un gros doute. Donc là, ce serait à vérifier. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien.
Par contre, si on fait de l'autoconsommation en tant que nous, société citoyenne, et qu'on installe les panneaux chez quelqu'un pour qu'il puisse consommer l'énergie, on va plutôt lui louer la centrale pour qu'il devienne, lui, autoproducteur, autoconsommateur et qu'il ne paye pas les taxes, notamment la TICFE, la taxe sur la consommation d'énergie. Parce que si on lui vend de l'énergie, on a le droit de le faire, mais il va payer la TICFE. Donc, on va rajouter 23 € du mégawattheure. Donc, c'est un peu dommage de s'ajouter une telle charge. Donc, on va plutôt préférer lui louer la centrale qui marche. Et lui, il va être le producteur et le consommateur. Et du coup, dans cette location, il faudra bien que cette location soit soumise à TVA. Si elle est soumise à TVA, on peut se faire rembourser la TVA sur les investissements. Si le loyer n'est pas soumis à TVA, dans ce cas-là, on ne peut pas se faire rembourser la TVA. Et si on a fait des remboursements de TVA malencontreux, l'État ne manquera pas de revenir nous rappeler de lui redonner la TVA qu'il nous a remboursée. Voilà, c'est bien, en fait, tout le jeu, ça va être, est-ce que le contrat final avec le client, est-ce qu'il va être soumis à TVA? Si oui, on peut se faire rembourser la TVA sur les investissements. S'il n'est pas soumis à TVA, on ne peut pas se faire rembourser la TVA sur les investissements. Question de Michel. Est-ce que l'amortissement commence seulement après la mise en service? Oui, tout amortissement commence à partir de la date de mise en service, donc cette date, elle est importante. Si, par exemple, on commence à faire une installation là, au mois de décembre, on a payé plusieurs acomptes, et au 31 décembre, en fait, on n'aura pas commencé à amortir. Du coup, ce sera des immobilisations en attente et qui seront activées à la mise en service. Ok, une dernière question pour une SIC. Il y a une mise en réserve donc des 57,5% minimum. Est-ce que c'est non fiscalisé? C'est pas fiscalisé, oui, effectivement. Ouais. Ce qui n'est pas distribué Oui, bien sûr. est fiscalisé. Oui, c'est ça. Ce qui est distribué est fiscalisé, ce qui n'est pas distribué n'est pas fiscalisé. N'est pas fiscalisé. Et il y a eu un gros ramdam l'an passé parce que justement, ils ont voulu revenir là-dessus. Et heureusement, tout le mouvement de l'URSSCOP et des SIC a réagi suffisamment tôt et suffisamment fort pour refaire basculer la loi de notre côté, puisqu'ils voulaient supprimer cet avantage qui, bien sûr, représentait des mannes financières tellement importantes pour l'État qu'il était obligé d'aller sur ce terrain, quoi. Donc voilà, c'est bien revenu. En tout cas, on est bien resté sur le fait que tout ce qui n'est pas distribué dans une SIC n'est pas fiscalisé. Allez, on avance. Le but étant de... Ok. Bon, du coup, combien ça coûte? Donc là, on va rentrer dans les hypothèses économiques de toutes les charges qu'on va avoir pour créer une grappe PV. Donc, on a déjà toutes les charges de la société elle-même. Donc, à la création, je ne vais pas détailler tous les chiffres, vous les avez là à l'écran. Du coup, ça fait une slide un peu imbuvable et pas forcément très drôle, mais au moins, vous avez la liste. Donc voilà, il y a des frais qui sont optionnels sur la rédaction et la relecture des statuts. On peut très bien aussi prendre les statuts des copains et les adapter. Savoir que juste, il y a quand même des évolutions du droit très régulièrement. Donc prendre les statuts d'une société qui a été créée l'an passé, il y a peut-être des nouvelles choses en fait, qu'il faudrait intégrer dans vos statuts. Donc il faut quand même bien se renseigner. Mais il y a des conseils type la CRES, l'URSSCOP, etc., qui peuvent aussi vous accompagner un peu là-dessus. Mais si vous le faites relire par un avocat, ça va rapidement être 1000 à 2500 de frais. Il y a d'excellents articles sur Eric, il y a d'excellents articles sur l'espace adhérent d'énergie partagée à tous ces sujets. C'est la page de pub énergie partagée. Donc des frais de dépôt au grève, de publicité légale. En fait, ça peut monter un peu plus que ça, la publicité légale, jusqu'à 400 €. J'ai oublié de le corriger. Ça dépend de la longueur de texte qu'on doit publier. Donc, s'il y a beaucoup d'actionnaires de référence à citer, on va avoir plus de caractères. Et du coup, on va finir par avoir un truc un peu plus cher. Mais voilà, globalement, ça va être 200 à 400 €. Un compte bancaire, donc quand on l'ouvre, on n'a pas de frais à l'ouverture, mais à partir du moment où on l'ouvre, on va avoir des frais de gestion qu'il faudra mettre dans le budget. Sur les banques coopératives type la NEF, vous allez avoir, ils vont vous demander de prendre des parts. Donc, compter 100 €. En général, c'est 3 ou 4 parts à prendre.
Tout ce qui est événement, donc là j'ai mis l'apéro pour fêter ça, mais c'est bien plus large que ça. Tout ce qui va être événement lié, lié à la création, c'est une décision en fait du conseil de gestion de prendre en charge ou pas par la société. Mais en tout cas, si on le prend en charge, il faut bien le mettre dans le budget, puisque ça peut avoir un impact sur le résultat de l'entreprise. Et sinon, ça peut aussi organiser de façon bénévole et chacun ramène ce qu'il veut. Mais voilà, si vous avez des dépenses de ce type et que vous voulez les prendre en charge parce que ça vous semble logique dans votre projet, il faut bien les mettre dans le budget, il ne faut pas les occulter. Et après, voilà, il peut y avoir des incubateurs de l'ESS, il peut y avoir des formations, il peut y avoir des conseils avec vos avocats, experts comptables, etc., des animations. Voilà, il y a tout un tas de frais qui peuvent arriver à la création de la société ou pour la création de la société. Donc là, il faut bien les prendre en compte. Là, ça peut être très, très varié, donc on n'a pas mis de détails. Ensuite, dans les fonctionnements, donc on a le premier poste, en général, ça va être la comptabilité. Alors, elle peut être bénévole, on a le droit de le faire. Sur le tout début, si on a quelqu'un qui est vraiment carré, qui s'y connaît, ça peut être très bien. À long terme, il y a quand même un danger à se dire que sur 20 ans, ça va être bénévole, puisqu'il faut quand même garder des bénévoles pendant 20 ans. Et un bénévole, il est libre de ses mouvements, il n'est pas du tout engagé. Donc, c'est quand même un risque que de dire que, économiquement, on valide qu'on aura un comptable bénévole pendant 20 ans, ça me semble un peu risqué. Donc, il faut quand même prévoir des frais d'expert comptable. Alors là, en termes de tarifs, c'est vite variable aussi. Donc, ça peut aller de 1 000 à 2 500 euros. Certains ont même payé un peu moins. Ça va dépendre notamment de ce qu'on lui demande et puis de sa vision en fait, de votre projet. Il y a des experts comptables, des gros cabinets qui vont se dire, voilà, pour tel type de projet, je fais une partie en pro bono, du coup, je fais des tarifs vraiment avantagés pour une coop. Il y a des gens qui sont experts comptables, mais qui font partie de la coop, qui vont accepter d'avoir des tarifs préférentiels. Voilà, il y a un peu de tout. Et après, ça va dépendre de ce qu'on lui demande de faire, notamment si on lui demande de faire les déclarations de TVA ou non. Si on fait, nous, toute la saisie et que lui, il n'a plus qu'à faire les opérations comptables, donc la saisie des flux de trésorerie, c'est quelque chose que nous, on peut faire. Et puis après, lui fait que la rédaction vraiment des comptes. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on lui demande et de ce qu'on fait avec lui et ce qu'on fait à sa place. Ensuite, commissaire aux comptes. Donc là, c'est rarement obligatoire, mais ça peut l'être, notamment dès qu'il y a des principes de holding citoyenne. Donc, il y a des citoyens qui sont regroupés dans une structure et cette structure investit dans une société de projet qui est dédiée à un projet parce qu'il y a d'autres partenaires avec vous. Et bien là, souvent, on va se retrouver dans des logiques de contrôle. Et quand il y a des contrôles de société, on peut être soumis à commissaire aux comptes. Donc là, il y a plein de conditions. Voilà, j'en parle juste ici, on ne rentre pas dans le détail. On ne va pas rentrer dans les questions, surtout là-dessus. Il y a plein de conditions. Est-ce que c'est des SAS, des SA, des CRL, etc. On ne rentre pas plus dans le détail. Les frais de banque, donc chaque année, on va avoir les frais d'abonnement au compte et de carte bleue, 100 à 200 euros. C'est aussi variable selon les banques. Et des frais sur virement qu'il faut prévoir aussi. Donc ça peut être zéro parce que c'est compris dans les frais de compte et c'est forfaitaire, mais ça peut aussi monter un petit peu à la nef. C'est pas compris dans les frais de banque, par exemple, et il faut prévoir un peu quand même dans ces dépenses. C'est pas des gros montants, mais à chaque fois, ça fait des coûts en plus. Tous les ans, on va avoir des frais d'acte, des dépôts de PV d'AG, dépôts des comptes annuels. Si on a changé les administrateurs, il faut redéclarer les bénéficiaires effectifs, etc. etc. Voilà. Puis d'autres frais dans lesquels on ne prend pas dans le détail, toujours les conseils, des salariés. Ça, on le verra plutôt dans la fin des webinaires sur les webinaires suivants, mais il y a certaines COP qui vont commencer à faire le choix de salarier les gens, donc il va falloir prendre en compte parce que ça va être des charges importantes. Et tout ce qui est remboursement des frais, notamment les déplacements des bénévoles. Là, c'est pareil, c'est une décision du conseil de gestion et de la coopérative en elle-même. Est-ce qu'on défraie les gens ou pas, sachant qu'on n'a pas le droit de payer des bénévoles, mais on peut leur rembourser les frais. Donc ça, c'était vraiment la partie de la charge de la société elle-même. Et là, on rentre dans la partie une centrale PV, combien ça coûte. Donc, on a deux grands types de coûts. Les CAPEX, donc les investissements. Je vous ai mis les termes parce qu'ils reviennent souvent et très souvent en fait, dans beaucoup de fichiers de modèle économique. Donc on voit CAPEX, OPEX et c'est des termes au départ un peu obscurs. Donc les CAPEX, c'est des charges d'investissement et les OPEX, c'est des charges de fonctionnement. Donc globalement, même si ce n'est pas vrai pour tout,
Tout ce qui va être avant la mise en service, c'est les CAPEX. C'est tout ce qu'on va investir pour pouvoir réaliser cette installation et la mettre en service. Et tout ce qui est après, c'est les OPEX. Alors, il y a juste le matériel, notamment les onduleurs. Ça va être des CAPEX aussi, même si on va les remplacer après la mise en service. Mais en fait, quand on va les remplacer, on pourrait dire que voilà, ces onduleurs, on les remet en service. Donc voilà, c'est des réinvestissements et donc ce sera considéré comme des CAPEX également, ce n'est pas des charges d'exploitation. Et la grande différence entre les deux, on y vient tout de suite, c'est que les CAPEX, on va pouvoir les amortir. Donc la notion qu'on a vue un peu tout à l'heure, sur laquelle on va revenir, alors que les OPEX, on ne va pas pouvoir les amortir. Donc les CAPEX, on les amortit. Alors il y a plusieurs façons d'amortir, mais on va en évoquer qu'une ici. Donc il y a le linéaire, le dégressif et l'amortissement à l'usure. Dans le photovoltaïque et dans l'éolien, enfin dans les énergies renouvelables en général, on est plutôt en linéaire puisque notre amortissement, la durée de notre amortissement, elle est calculée sur la durée du contrat de vente de l'énergie. Et du coup, c'est plutôt, voilà, on a un contrat de 20 ans et du coup, on va amortir chaque année 1/20 de l'investissement. Du coup, ça va être linéaire. Voilà, je ne rentre pas dans le détail des autres. Donc là, un petit exemple pour bien comprendre la logique d'amortissement. Donc, si on a fait un investissement de 10 000 euros et qu'on l'amortit sur 10 ans, donc là, la grande case verte, c'est nos 10 000 euros. Et on va l'amortir sur 10 ans. Donc, en fait, chaque année, on va amortir 1/10. Donc là, on a découpé notre investissement en 10 petits bouts. La valeur comptable, au départ, elle est bien de 10 sur 10, elle est de 10 000 euros. Et en année 1, on va amortir 1/10. Du coup, notre valeur comptable ne sera plus que de 9 sur 10, etc. Comme ça, année 2, on va aller en consommer un autre dixième, année 3, un autre dixième, et du coup, la valeur comptable, pareil, au fur et à mesure, elle va diminuer. Donc ça, c'est le principe très basique de l'amortissement. C'est souvent une notion qui fait débat, alors que, voilà, une fois qu'on l'a un peu mis sur la table, c'est une notion assez basique. C'est vraiment, on constate l'usure de la machine ou le temps qu'on a, le taux d'utilisation de la machine chaque année dans les comptes, plutôt que d'avoir en année un gros investissement de 10 000 euros, et puis après rien du tout, plus qu'une charge. On va le faire de façon plus lissée et on va utiliser l'amortissement pour faire ça. Le but étant toujours de savoir combien on a généré de valeur chaque année, parce que en fait, la première année, on n'a pas fait une grosse perte, on a investi pour la durée. C'est vraiment cette idée de comptable de donner une image fidèle et sincère de notre activité. Les durées d'amortissement, du coup, tout ce qui va être études préalables, études de potentiel, prédiagnostic, en fait, tout ce qui n'est pas totalement lié au fait qu'on est sûr qu'on va investir, tout ce qui est vraiment à l'état amont, on va l'amortir sur 3 à 5 ans. Ça va dépendre un peu notamment de l'expert comptable. Sachez que à chaque expert comptable, vous aurez un résultat différent, avec des grandes lignes quand même qui sont respectées, mais il y a toujours une partie d'appréciation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un expert comptable, c'est que cette appréciation, c'est lui qui va la définir et ensuite c'est lui qui devra la défendre, et s'il s'est trompé, c'est pour sa pomme. Si vous faites la comptable vous-même, il faut bien prendre des bonnes décisions, parce que le jour où il y aura un contrôle, il faudra pouvoir justifier pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Et si on n'est pas... là, du coup, il y a vraiment un savoir-faire qui est important. Donc ça peut être un peu dangereux d'aller estimer soi-même des durées d'amortissement si on n'a pas un conseil sérieux avec nous. Ensuite, pour tout ce qui est indissociable de l'installation, la durée d'amortissement, ça va être la durée d'utilisation de l'investissement. Et chez nous, ça va être souvent la durée du contrat de vente de l'énergie, donc 20 ans d'obligation d'achat, et ça peut être 30, 40 ans, soit en PPA. Donc les PPA, c'est les contrats de vente de gré à gré. Donc on pourrait vendre notre énergie directement à un privé. Sur le long terme. Et pareil, en autoconsommation, là, on va avoir des contrats qui sont plus souvent maintenant sur 30 ans que sur 20. Donc, en tout cas, tout ce qui est indissociable de l'installation, c'est bien amorti dans la durée d'utilisation. Donc, tout ce qui va être indissociable, ça va être tous les frais de fourniture et pose de l'installation, mais aussi de le raccordement, et tout ce qui va être les études qui sont indissociables. Donc, ça peut être l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études, le bureau de contrôle, tout ce qui est vraiment indispensable au fait qu'on mette en service l'installation.
À titre d'exemple, dans le reste, sur du logiciel, on va être à 3 à 5 ans, matériel informatique 3 ans, outillage 5 à 10 ans. Donc là, il y a des durées légales pour beaucoup de choses. Et après, sur des trucs trop spécifiques comme des gros investissements, et ben, c'est plutôt l'expert comptable qui va estimer la durée. Et par habitude, en fait, dans les ENR, c'est très souvent calqué sur la durée du contrat d'agent. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie d'amortissement? Je ne vois pas. J'en ai une, moi, et j'en ai une un porteur, voire deux. Du coup, il y a Patrick qui demande si, je pense qu'il parlait quand tu parlais de l'expert comptable, de tout ce qui était charge de fonctionnement, est-ce qu'il y a des retours d'expérience de passer par des incubateurs je pense que c'était ça l'idée, comme des coopératives d'entreprises, d'artisans, des choses comme ça, qui s'occupent de la partie administrative du coup. Je sais pas, peut-être Alors, Patrick, si c'est pas bien posé, tu peux peut-être Ouais. confirmer. Oui, il existe Johan ici, peut-être pour éclairer, il existe des incubateurs type innovation sociale, Catalyst ou Alter Incube par exemple en Occitanie, qui accompagnent les porteurs de projets pour la création de coopératives, dans laquelle il y a tout un accompagnement sur la définition du plan d'affaires, sur le juridique, sur la constitution, et donc notamment sur la compta. Voilà. Donc c'est souvent par des appels à projets, on y candidate, et puis il y a tout un accompagnement sur 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de la nature du projet. Voilà. Ok, moi j'ai pas d'exemple malheureusement en Île-de-France, faudrait regarder, à creuser chez nous. Et moi j'avais une question, c'est vrai que je suis assez surprise, je n'avais pas en tête que tout ce qui était études était aussi amortissable, parce que moi cette notion d'amortissement c'était très lié à une notion d'usure. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui est études, ouais, c'est nouveau pour moi. c'est bien tout ce qui va être études qui sont indispensables à l'installation. Donc, une étude technique pour prouver que ça va marcher, c'est indissociable au fait qu'on fasse cette installation et qu'on la mette en service. Après, voilà, le côté indissociable, bah, c'est là où c'est une lecture, c'est une lecture juridique, donc qui est toujours argumentable et qui peut être contredite. C'est là où c'est intéressant d'avoir l'expert comptable à côté qui va dire, OK, ça on le met en indissociable, ça on ne le met pas. Généralement, une fois que c'est l'expert comptable qui l'a dit, bon, ça fait foi. En tout cas, on sera beaucoup moins facilement remis en cause que si c'est nous qui avons pris une décision de dire bah, on amortit tout. Même les piles qu'on a achetées pour la boutique, on le met avec. Non, ça, on ne peut pas le faire. Donc voilà, cette notion d'indissociable, bah, c'est une lecture qui est appréciable. Du coup, ce n'est pas un truc extrêmement tranché. Et surtout, en fait, le cadre de l'étude préalable ou l'étude technique qui serait indissociable, il y a quand même un truc très flou entre les deux. Donc là-dessus, il n'y a pas, il a pas un document qui dit si l'étude a dit ça et ça, c'est du préalable et du coup c'est S3 à 5 ans. Par contre, si elle commence à parler de ça et ça, du coup c'est du technique et c'est indissociable. C'est très flou comme notion, quoi. Donc il faut bien le savoir parce que si on fait les choix nous-mêmes, c'est bien de se renseigner quand même au moins sur ces choix de durée d'amortissement, de qu'est-ce qu'on met dans l'amortissement long terme. C'est bien de se faire accompagner au moins sur ces trucs-là, quoi. J'avais pas en tête que les porteurs de projets, dans la phase de modélisation économique, alors il y a l'accompagnement des fois un peu de pays ou d'autres personnes, mais l'expert comptable en général, sauf erreur de ma part, il est pas tout de suite là en face de tour de table, par exemple, et c'est peut-être une erreur, quelque chose que j'avais pas en tête. Bah, je pense que c'est en effet rare qu'il soit là dès le début, parce qu'on Bah va le ouais. choisir en cours d'année pour la première année où on va avoir le bilan, la clôture comptable à faire. De toute façon, voilà, en fin de première année, avant la clôture, tu travailles avec ton expert comptable. C'est pour ça qu'on conseille de travailler avec l'expert comptable, un expert comptable dès le début. Ou sinon, s'il y a des ressources dans la coopérative ou dans le projet qualifié, ces questions-là se posent voilà, quelques mois avant la production du rapport d'activité comptable. Donc elles sont traitées à ce moment-là.
Il y a deux autres, il y a un commentaire et une question. Il y avait le commentaire d'une personne qui dit qu'il faut, dans les frais de fonctionnement, il y a aussi la partie communication Internet, développement. Enfin, il y a aussi des abonnements free, par exemple, pour tout ce qui est maintenance. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est des charges supplémentaires. Je pense que tu n'avais pas forcément voulu être exhaustif, là, Eric, dans ta présentation. Eh bien, enfin non, mais du coup, je vais quand même, on va le noter parce que c'est intéressant de le rajouter. Parce que c'est vrai que c'est tout. En fait, c'est pareil, les coûts de publicité, etc. C'est quelque chose qu'on trouve très rarement. En fait, quand on dit c'est quoi les coûts de création d'une société, bah, très rarement on vous dit oui, pensez bien, enfin à tous ces coûts-là. Du coup, si on va le rajouter. C'est intéressant d'avoir ces coûts de communication, notamment si voilà, si vous voulez imprimer des flyers, il faut le prévoir dans votre budget. Si vous voulez un site web, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours des frais en plus. Donc c'est important de les avoir en tête. Donc ouais, on va le rajouter. Merci Christian pour le commentaire. Et j'avais un coût d'une personne sur l'éolien, qu'il y a donc on est sur des coûts d'études encore plus importantes, et il y a une question du coup sur la durée sur quelle durée elles sont amortissables ces études. Alors du coup, la durée, j'ai un doute, mais ce qui est sûr, c'est que si on fait des études et qu'il y a en gros un échec du projet et qu'on ne fait pas l'investissement, bah, ces études, elles tombent comme une charge. Et du coup, là, on ne les amortit pas. Par contre, une fois qu'on fait l'investissement, on va pouvoir les amortir. Donc, en fait, il y a toute une phase où ces études, elles vont être en, en provision. Alors, je n'ai pas le terme exact, mais en gros, on va les mettre un peu en attente de savoir ce qu'on en fait. On ne va pas les appliquer comme une charge de départ, on va les mettre en attente jusqu'à ce qu'on fasse ou non l'investissement. Et à partir de là, on verra si c'était une charge ou si c'était un amortissement. Après, j'imagine que toutes les études de sol, etc., elles vont rentrer en grande partie dans l'amortissement, avec l'amortissement du matériel. Du coup, combien ça coûte? Là, on est vraiment sur la partie pure PV maintenant. Ça, c'est un tableau qui a été fait par Enercop là, sur une formation avec ECLR. Du coup, c'est le prix, ils évoluent très vite. Et c'est pour ça que je vais vous inviter après à ce qu'on puisse échanger sur nos coûts régulièrement pour que on puisse être tous un peu à jour. Donc là, vous avez un peu une vision des tarifs qui a été découpée en 3, 9, 36, 100 et les plus de 100 kilos. Donc je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'on a, c'est bien les modules, système d'intégration, nacelle quand il y a besoin, toute la partie branchement, raccordement, toute la partie branchement électrique de l'installation, les protections électriques AC et DC, la partie raccordement, la partie création d'un local technique quand il y en a besoin. En gros, c'est avec maçonnerie, vous posez une armoire vraiment en dur à l'extérieur. Dès qu'on dépasse les 100 kg, on a des taxes sur les schémas, schémas régionaux de déploiement ENR. Je ne sais plus ce que c'est les trois S, mais peu importe. La partie Schéma régional de raccordement des énergies renouvelables. Voilà, parfait. Merci, Johan. Et la partie onduleur. Donc là, vous avez des exemples de coûts qui sont pas forcément très à jour, et en plus, on voit que ça dépend pas mal des régions. Donc les coûts, ils sont très, très aléatoires. Et notamment, on peut constater que dans certaines régions où il y a peu d'installateurs, les installateurs sont assez malins et connaissent très bien la rentabilité de vos projets, puisqu'ils savent les calculer aussi bien que nous. Ils savent combien ils vous vendent le projet, ils savent combien ça coûte la maintenance, les assurances, etc. Donc, ils font tourner le modèle économique de leur côté et ils voient jusqu'à quel prix vous êtes capable d'acheter une installation. Et c'est à peu près le prix, en général, qu'ils vont vous proposer. C'est pas, et entre deux, c'est leur marge qui va évoluer. Donc, dans des régions où il y a pas d'aide du tout et il y a peu de soleil, les installations sont moins chères que dans des régions où il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'aide, ou dans des régions où il y a beaucoup d'aide et même pas de soleil. Donc sur Paris, par exemple, on s'est rendu compte que les installateurs avaient une tendance à avoir la main très lourde parce qu'ils savent très bien que derrière, il y avait une subvention en cours de la métropole du Grand Paris ou de la région, et du coup, ils ont eu de la main très lourde sur les installations.
parce que ils ont fait le calcul tout comme nous. Ils se sont dit combien ils sont prêts à payer, combien ils peuvent payer, et c'est à peu près le prix qu'ils ont appliqué. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Donc, il faut être critique sur les coûts. Et pour être critique sur les coûts, il faut avoir une vision de ce qui se fait à côté. Et du coup, qu'on partage de l'information entre nous et que notre intelligence collective nous permet d'être plus malins. Et du coup, c'est vraiment... donc là, vous avez des chiffres dans ce tableau-là, mais on va aller très rapidement sur d'autres chiffres et je vous présenterai après un outil qui est en place, qui a commencé à être un petit peu rempli, mais sur lequel on a besoin de partager beaucoup plus d'informations pour que ce soit fiable. Est-ce qu'on peut mettre la date et la région des chiffres? Johan, est-ce que tu te rappelles de la date? Donc, c'était région Occitanie. Et est-ce que tu as la date en gros de la formation? Wow, il y en a eu plusieurs, donc je ne sais pas, le dernier, c'était en avril ou mars cette année. Et Le tableau, il a été fait il y a 2 puis, ans, quoi, globalement. ouais, voilà, il a été fait en 2018. Il a été fait donc, en 2018 et en Occitanie. Ouais, donc c'est Ouais, ouais, Si on fait le même tableau chaud. en région nord, je pense qu'on n'aura pas exactement les mêmes tarifs. probablement. Ouais. Oui, oui, C'est c'est important, évident même. c'est important pour les régions qui sont, on va dire, assez favorisées d'aller regarder les prix d'autres régions pour savoir en fait le vrai coût des installations possibles d'obtenir, quoi. Il y a Ailleurs, ouais. Nicolas qui est prêt à alimenter la base de données avec leur projet. Parfait. Et la base de données, on va y venir un tout petit peu après. Et il y avait une question, pardon, excuse-moi Eric, de Patrick Parfait. qui demandait si les prix affichés sont hors taxe. Alors, on travaille toujours hors taxe. Et dans toutes les bases de données là qu'on va voir après, qu'on vous invitera à remplir, ça sera toujours hors taxe. On ne mettra jamais la TVA parce qu'elle n'a pas d'impact immédiat dans le modèle économique à long terme. Elle a juste un impact sur la trésorerie à court terme, mais on ne la calcule jamais dans les modèles économiques. C'est une donnée, on va dire, court terme de trésorerie, mais ce n'est pas une donnée de rentabilité. Du coup, on ne va jamais l'utiliser. Donc, toujours hors taxe dans toutes les informations qu'on va partager. Et en plus, une fois qu'on a cette information hors taxe, on sait tous recalculer avec le plus 1% le coût TTC. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? Après, on verra les coûts de fonctionnement des centrales. Ok, on avance. De toute façon, on va commencer à avoir faim. Du coup, sur les OPEX, donc là, c'est les frais de fonctionnement, donc tous les frais qui vont venir chaque année, la maintenance, l'assurance, etc., etc. On a une grosse différence entre les OPEX et les CAPEX, c'est que les CAPEX, on sait à quelle date on les paye, c'est maintenant, enfin, dans l'année de la mise en service, on va payer tout ça, et donc on sait que c'est avec nos euros d'aujourd'hui. Sur les OPEX, on va les payer toute la durée du projet, donc pendant 20 à 30 ans selon la durée du projet. Mais du coup, les charges de maintenance dans 20 ans, elles n'auront pas exactement la même valeur que les charges de maintenance d'aujourd'hui. Et entre deux, on va avoir le phénomène d'inflation. Donc l'inflation, pour l'expliquer, j'ai essayé de faire un petit schéma. On verra si ça marche bien, mais il y aura peut-être d'autres façons de montrer ça. Vous avez ici 1 euro, avec ce qui est important, c'est sa taille de cet euro. Et du coup, cet euro, il vous permet d'acheter un petit panier. Et vous avez autour toute la masse monétaire. Donc là, du coup, la masse monétaire de l'euro, c'est toute la zone euro. Donc ça, c'est tous les euros qui gravitent dans la zone euro. Et du coup, votre euro, il est un pourcentage de ça. Sa valeur, c'est qu'il a une capacité à acheter. On ne peut pas mesurer la valeur de la monnaie puisque l'étalon, c'est la monnaie. Mesurer l'étalon, c'est jamais possible. Donc, on va comparer plutôt avec le pouvoir d'achat que ça donne. 1 euro, aujourd'hui, c'est un pouvoir d'achat de un panier. Et si on va dans le long terme, demain, notre euro, lui, il n'aura pas changé. Par contre, la masse monétaire autour, elle aura évolué. Et du coup, il aura une beaucoup plus petite part de cette masse monétaire. Et du coup, il aura une moins grande capacité à acheter. Et du coup, notre panier va se retrouver un peu plus vide. Donc, c'est ça le phénomène d'inflation, c'est le fait que notre euro, dans la durée, même si lui, il n'a pas changé, ce qui est autour a bien grandi. Du coup, il se retrouve plus petit proportionnellement que ce qu'il était initialement. Donc, avec le même euro, quand on va payer notre maintenance à long terme, et cette maintenance, en fait, on devra payer plus cher cette maintenance. Donc, c'est hyper important d'utiliser cette inflation pour comparer les investissements entre eux, puisque un investissement qui nécessiterait
une grosse dépense aujourd'hui, mais très peu de dépenses dans la durée, sera peut-être plus efficace que un investissement qui nécessite un peu moins de dépenses à l'instant T, mais plus de dépenses de fonctionnement, puisque les dépenses de fonctionnement vont coûter de plus en plus cher. Donc, c'est important d'avoir ce phénomène d'inflation en tête pour comparer des investissements. Dans notre métier, ça pourrait être se dire, vaut mieux un onduleur un peu plus cher et très fiable, parce que finalement, les coûts dans la durée de réparation ou d'entretien de cet onduleur, s'il n'est pas très fiable, ça va nous coûter plus cher que de ne pas avoir investi au départ. Donc ça, c'est pour la notion d'investissement. Pour la petite blague, je vous mets quand même la définition de l'INSEE. Je ne vais pas l'afficher trop longtemps, vous pourrez la relire par la suite. C'est juste imbuvable, donc on passe. Est-ce que sur cette notion du coup d'inflation, voilà, il y a des grandes questions. Est-ce que c'est quelque chose qui expliqué comme ça vous convient sur cette notion? Juste, est-ce qu'il y a s'il y a des mains qui se lèvent ou des questions? Alors du coup, les tarifs d'achat et d'EDF et beaucoup de contrats en fait vont tenir compte de l'inflation. Notamment dans les formules de révision, ils vont prendre en compte des indices de l'INSEE, et ces indices, ils vont refléter l'inflation dans un secteur d'activité. Donc l'inflation globale, elle est calculée sur l'évolution de l'indice des prix de la consommation, donc le panier moyen, d'où le petit panier en schéma que je vous ai mis. Le calcul du taux d'inflation français, il est calculé là-dessus. Donc on regarde l'indice des prix. Donc il y a plus de 200 000 prix qui sont analysés chaque mois dans les mêmes magasins, au même endroit, etc., mais un peu partout en France. Et avec ça, en fait, on voit c'est quoi le prix moyen de la consommation. Et chaque mois, il est revu. Et la différence entre ces prix moyens mensuels, c'est l'inflation. Donc ça, c'est comment on calcule l'inflation. Et après, on peut aussi avoir cette inflation par secteur d'activité, donc notamment dans le travail de l'industrie, ça peut être dans l'énergie. Voilà, il y a plein de secteurs d'activité référencés. Et du coup, dans les contrats qu'on a avec EDF-OA, il y a une formule de révision qui va tenir compte des indices, qui va tenir compte de l'évolution de ces indices. Donc oui, les contrats EDF-OA ou Enercop prennent en compte l'inflation. Très souvent, des contrats de maintenance vont prendre en compte aussi l'inflation. Par contre, c'est moins vrai sur par exemple, votre contrat avec l'expert comptable, il ne va pas forcément être lié comme ça, votre contrat d'assurance non plus. Donc, il y a des choses qui vont prendre en compte l'inflation et d'autres non. Et du coup, tous ces mécanismes-là de prise en compte, c'est ce qu'on appelle l'indexation des contrats. C'est qu'on va dire, voilà, en fait, c'est 1 000 euros par an, mais indexé sur l'évolution du prix, en gros, l'évolution de l'indice d'inflation de l'énergie. Ça peut être des choses comme ça. Et comment prendre en compte qu'elle évolue sur les 20 ans, que le taux d'inflation même évolue? Alors du coup, là actuellement, ce qu'on met en inflation, c'est 1%. Ce 1%, il est calculé comment? Eh ben, il n'y a pas vraiment de règle. Donc c'est plutôt les économistes qui sortent ça et des habitudes. Donc nous, on a un peu la chance d'avoir toute l'équipe d'énergie partagée investissement qui est pas loin. Et du coup, ils peuvent nous redonner régulièrement un peu les chiffres de ce qui se pratique dans le monde de la finance. Donc actuellement, c'est plutôt 1%. Et comme c'est dit en commentaire par Patricia, la BCE se donne donc la Banque Centrale Européenne se donne pour mission de maintenir cette inflation à 2%. Enfin, en tout cas, en dessous de 2%. Donc, ce sera rarement plus que ça. Du coup, là, si vous mettez actuellement 1%, vous n'avez pas une grosse marge d'erreur sur ce taux-là. Et du coup, globalement, ça se compense. En effet, quand on met l'inflation en place et qu'on met l'indexation des tarifs d'EDF, par exemple, de notre chiffre d'affaires, ça va venir compenser. Par contre, si on n'en tient jamais compte, en tout cas, c'est pas très crédible comme modèle économique qu'on présente à des banques. Donc, c'est important de mettre d'un côté l'inflation et de l'autre côté l'indexation des contrats si c'est noté dans nos contrats, même si ça va se compenser. Et globalement, aujourd'hui, ce qu'on met dans les modèles économiques, c'est que chaque année, les panneaux perdent un peu d'efficacité. Mais chaque année, l'indexation du tarif EDF va augmenter un petit peu, à peu près la même chose. Et de l'autre côté, on va avoir l'inflation et l'indexation des contrats. Donc tout ça, c'est des notions qui vont un peu se compenser, mais qu'il est quand même important de prendre en compte et de bien comprendre dans les mécaniques.
la fameuse définition INSEE, et les coûts d'exploitation donc là, d'une centrale sur la durée. Donc là, c'est pareil, c'est même source, même tableau. Donc c'est pareil, c'est des choses qui peuvent évoluer rapidement. Donc on a toujours par contre l'exploitation et la maintenance. Donc l'exploitation elle peut être soit déléguée à quelqu'un, soit c'est fait bénévolement. L'exploitation c'est suivre que ça produit bien, analyser la production pour voir s'il n'y a pas des défauts, et suivre toute la partie un peu légale de l'installation, faire les factures, s'il y a un problème d'assurance, bah, c'est faire les déclarations d'assurance, etc., etc. Ça c'est le métier de l'exploitant. Ensuite, on a le métier de la maintenance. Donc là, c'est beaucoup moins souvent bénévole, puisqu'on va rapidement aller toucher l'installation. Et là, c'est bien d'avoir des assurances pour. Même sur certains niveaux de maintenance, remonter un disjoncteur, on peut envoyer un bénévole, quelqu'un le faire. Mais très vite, il faut pouvoir le déléguer à quelqu'un dès qu'il y a des problématiques un peu plus importantes. Donc voilà, exploitation et maintenance, deux métiers différents, souvent c'est un package. La location du compteur, donc ça c'est le TURP, l'assurance, le télésuivi, donc ça c'est aussi on a un monitoring, type EPIS, voilà. Et donc là-dedans, il va y avoir soit l'abonnement pour envoyer les données sur Internet, ça peut être un petit module GSM avec une carte SIM qu'on branche sur les onduleurs pour envoyer les données, un petit module radio, ou ça peut être connecté en câble sur la box Internet de l'hébergeur. Là, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, il y aura souvent des frais là-dessus. Le loyer, donc là, c'est vraiment libre définition entre vous. Et là, pareil, selon les régions, bah, ça évolue beaucoup. Il y a des régions où les loyers ils peuvent monter à 2, voire 3 euros du mètre carré. Et il y a des régions, on demande à ne pas payer de loyer parce que sinon, de toute façon, on ne fait pas l'installation. Donc voilà, ça c'est vraiment un coût qui va évoluer selon la région, mais aussi selon le type d'hébergeur. Des fois, une municipalité va avoir d'autres atouts dans le projet que le simple loyer, donc va pouvoir faire des loyers très, très faibles. Et parfois, un privé va se dire bah non, moi je mets ma toiture à disposition que si ça me rapporte un peu, donc je veux un loyer. Et voilà, là c'est une négociation. Donc l'IFER, c'est la taxe sur les producteurs d'énergie pour le réseau. Donc cette taxe, elle est pour l'instant de 7 euros par kilowatt crête pour les installations de plus de 100 kg, mais elle va être revue et elle devrait passer à zéro. Je crois que c'est validé, que c'est juste l'application sera l'année prochaine. Mais voilà, sur des grosses l'IFER devrait disparaître. Et ensuite, on a la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Là, c'est pareil, c'est 300 euros par an, mais plutôt par entreprise et pas par installation. En gros, ça va dépendre du lieu, du siège social de votre entreprise. Donc, dans certaines zones, il y a des exonérations. Donc, si votre siège est dans une zone exonérée, vous ne payez pas de CFE. Mais ensuite, sinon, vous allez payer de la CFE, même si vous n'avez pas de mètres carrés, vous allez payer au minimum 300 euros. Et si vous avez un bureau, vous allez payer un peu plus. Par contre, pour chaque installation, on ne paye pas de nouveau une CFE. On ne paye qu'une seule fois la CFE par entreprise. Et en fait, toutes nos installations ne correspondent ni à des mètres carrés habitables, ni à des mètres carrés de surface commerciale. Donc, il n'y a pas d'assiette de cotisation de CFE sur les installations photovoltaïques. On ne loue que la toiture. Par contre, si vous avez une location de bureau pour votre siège social, bah là, vous payez de la CFE sur vos bureaux. Alors, du coup, on a plein de commentaires. Donc, la BCE, oui, la Banque Centrale Européenne. Donc, l'IFER ne disparaît pas d'après Arnaud. Merci pour la précision. Il va juste être divisé par 2. Et du coup, ouais, j'ai pris un tableau, c'est par installation. Mais il y a des choses où on va pouvoir mutualiser petit à petit. Par exemple, avec l'assurance Maïf, là, plus vous avez d'installations, moins ça vous coûtera cher. Sur l'exploitation, c'est pareil, c'est des choses qui vont se mutualiser rapidement. Par contre, la location des compteurs, ce sera un compteur par installation. Les loyers, ce sera un loyer par installation. Télésuivi aussi. Voilà, il y a des coûts qui vont être mutualisables et d'autres qui ne seront pas mutualisables. Location de compteur, c'est ce qu'on appelle, je me souviens plus là, j'ai un doute, la TURP. C'est encore autre chose. C'est des frais d'utilisation du réseau. Ouais, donc c'est la même chose. Ça va être mutualisé avec quoi. Il y aura une partie location du compteur et une partie accès au réseau, mais ça va être le même contrat.
c'est votre contrat d'accès au réseau public d'électricité. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et après, on a bientôt fini, je vous rassure, on va bientôt pouvoir aller manger et on aura tenu le timing de 13h30, ce qui est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air d'être bon. Et du coup, comme je vous le disais, pour qu'on ait des chiffres, donc ces fameux tableaux, celui-ci ou celui-là, pardon, voilà, pour qu'on ait des chiffres qui soient fiables et souvent à jour, etc., en fait, ça ne tient qu'à nous. Et donc, là, c'est à vous de jouer. Et donc, on a un fameux tableau qu'on a commencé à mettre en place, qui doit s'afficher à l'écran, là, si ça marche bien. Voilà, donc on a un tableau qui est partagé en ligne et qui va nous permettre de partager nos coûts. Alors, on l'a pas mal détaillé parce que certains avaient beaucoup de détails sur les devis et que c'était toujours un peu compliqué de faire les séparations. On l'avait encore plus détaillé que ça, mais on a réduit certaines catégories puisqu'on avait vu que, enfin, on a pu voir que sur les premières saisies, très peu de gens avaient du détail en fait, avaient certains détails, donc on a globalisé certains postes. Donc voilà, là on vous invite du coup à venir saisir vos installations. Donc le tableau il est assez facile, il est fait en colonne. À chaque fois vous avez ici le nom du projet citoyen pour qu'on puisse s'y retrouver, les puissances d'installation. Vous pouvez mettre le nom du projet mais c'est facultatif, le nom de l'installateur c'est facultatif et pour l'instant apparemment personne ne l'a indiqué donc c'est que ça, bon, déjà ça fait pas forcément, il n'y a pas forcément besoin. Et ça peut plutôt être en très local. Donc, s'il n'y a pas le nom d'installateur, mais que vous n'êtes pas loin de chez KTENR, vous pouvez contacter KTENR pour savoir qui a fait cette installation avec ces tarifs-là. On a laissé pas mal de cases commentaires pour qu'on puisse quand même comprendre, puisqu'on a tous des trucs un peu bizarres. Enfin, c'est jamais lisse en fait nos projets. Donc voilà, ici on a des tarifs pour un 9 kg, mais c'est parce que c'était une commande avec 3 centrales de 9 kg, donc il y a forcément un peu de mutualisation, il faut le prendre en compte dans le tarif. On a mis la région, on a mis l'année d'installation, parce qu'on voit bien que les tarifs évolue rapidement. Est-ce que c'était un bâtiment sur le domaine public ou privé? Ça peut avoir un impact notamment sur un peu les coûts, parce que en domaine public, on va avoir des exigences en plus souvent, notamment d'études, structures ou des choses comme ça qui vont arriver. Donc c'est important de savoir si c'était du privé ou du public. Le type de bâtiment, donc là on a mis plusieurs champs possibles. Est-ce que c'est un ERP, donc établissement recevant du public, école ou gymnase? Est-ce que c'est plutôt un ERP plutôt privé, commerce, restaurant, habitat individuel, habitat collectif, ERT, donc c'est tout ce qui va être le tertiaire ou industrie, c'est des établissements qui reçoivent des travailleurs. Voilà, si vous avez des choses un peu encore en dehors de ces coûts-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a des choses qui reviennent souvent, on ajoutera ici des possibilités. Il y a par exemple des installations là, sur des bâtiments classés pour la protection de l'environnement, ICPE. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va rajouter dans le type de bâtiment. Et ensuite, le type de toiture, vraiment pour on sache à peu près sur quoi il est posé ce projet et qu'on puisse se dire est-ce que c'est comparable à ce que je suis en train de faire ou est-ce que en fait, c'est un projet certes de la même puissance mais tellement différent que je ne vais pas vraiment pouvoir utiliser ces chiffres. Ça n'a pas trop de sens pour mon projet. Ensuite, vous pouvez rentrer tous les prix hors taxe. Et c'est bien rappelé ici, là, vous avez dans les cases hors taxe ici. Donc, on met tous les prix hors taxe, le maximum de détails que ce qu'on peut. Mais des fois, on voit que voilà, sur certains projets, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, on peut aussi mettre dans autre le total de ce poste-là, du matériel fourniture. Puis indiquer en commentaire que voilà, il y a 0 détail. Donc, j'ai mis l'investissement total dans autre. Voilà comment se remplit un peu ce tableau. On a laissé des cases pour mettre des marques, des systèmes d'intégration, panneaux et onduleurs, parce que c'est une question qui revenait pas mal. Notamment sur le prix, en fait, il y a certains onduleurs qui sont plus chers que d'autres, donc c'est intéressant de lire le prix en sachant de quelle marque on parle. Donc voilà, on a toute la partie là, ici, matériel fourniture, en orange, avec les panneaux, le système d'intégration, onduleurs et un peu les détails sur la partie électrique. Idem, si vous avez le détail onduleur, panneau, mais que vous n'avez pas le détail de la partie électrique, il y a des projets qui l'ont fait.
Voilà. N'hésitez pas à mettre dans autres. J'ai toute la partie, voilà, il y a de l'eau électrique non détaillée ici. Dans autres, du coup, il y a toute la partie câble, protection d'essai, etc. Tout a été globalisé dans un post sur le devis. Donc, vous embêtez pas, vous mettez tout ça dans autres et vous indiquez dans les commentaires ce que ça signifie pour vous. Ensuite, sur la main-d'œuvre, donc là c'est pareil, on a pas mal détaillé. On voit qu'il y a des lignes qui n'ont pas été utilisées du tout. Donc, je pense que je vais encore enlever une ou deux lignes pour que ça simplifie un peu la saisie, puisqu'on voit qu'il n'y a pas finalement d'intérêt. Ensuite, on a fait toute la partie démarche administrative. Donc, n'hésitez pas, hein, si c'est fait par les citoyens ou bénévolement, à l'indiquer. En fait, tout ça vous a coûté zéro parce que vous l'avez fait vous-même. Demande de raccordement, consuel, DOE, donc le dossier technique que doit vous remettre l'installateur. Soit il l'a compté dans sa marge et ça n'apparaît nulle part, soit il l'a mis sur un poste dédié. Idem pour les transports et tout ce qui va être autre. Donc, ce qui est VRD, c'est réseau, voirie et donc c'est tout ce qui va être gain, câble, tout ce qu'on va voir passer dans les fondations, choses comme ça. Donc là, voilà, s'il y a des postes là-dessus, vous pouvez le mettre. Sachez que voilà, s'il y a des choses un peu ésotériques dans votre projet, parce que c'était très particulier, vous mettez le coup dans l'autre et vous le mettez en commentaire. Si on voit qu'il y a des choses qui reviennent souvent, on rajoutera une ligne et puis moi, je ferai le boulot d'aller ranger les dépenses où il faut. Et hors installation, on a aussi mis cette case-là sur le reste des OPEX, donc les études de faisabilité, structure, raccordement Enedis, AMO, AMO et BE. Donc là, voilà, vous êtes vraiment invité à aller remplir ces coûts-là. La partie ici, au voie de crête, s'affiche toute seule. C'est un calcul avec la puissance, enfin tout bêtement, la puissance que vous avez indiquée là-haut et le coût que vous avez mis en face. Et ces données nous permettront, dès que ce sera un peu plus rempli, d'aller faire des moyennes. Donc là, on voit qu'on a eu pas mal de projets de 30 à 36 kilos qui sont arrivés. On va commencer à pouvoir faire un peu des moyennes intéressantes. Alors, on a eu plusieurs 100 kilos d'indiqués aussi. N'hésitez pas. Donc là, voilà, un projet qui est en cours de saisie, il n'y a rien de saisie dedans, je l'ai fait un peu exprès tout à l'heure. On n'en prend pas compte pour l'instant, mais vous, voilà, il y a plein de cases vides ici, donc allez-y. Dès cet après-midi, vous pouvez rentrer vos projets. Vous avez le lien là dans la présentation et puis on va vous le renvoyer. Donc c'est un Google Docs, c'est accessible par tous ceux qui ont le lien. Donc ça, c'est un peu la limite, hein, c'est que si je vais ici, que je fais je supprime les informations. Alors, on peut revenir dessus, donc ne vous inquiétez pas trop, mais n'hésitez pas à nous prévenir rapidement si vous voyez que vous avez fait une erreur et que vous n'avez pas à la remettre quand même, en place. Contactez-nous rapidement qu'on puisse remettre les informations où il faut. Voilà pour le fonctionnement. On a séparé en 3 onglets. Donc, on a l'onglet investissement, on a l'onglet, si j'arrive à l'attraper parce que j'ai plein de trucs qui s'affichent, on a l'onglet charge annuelle. Donc là, quand vous avez saisi votre ligne, votre colonne, toutes les informations du haut, là, elles se retrouvent directement dans l'onglet des charges. Donc, vous allez avoir ici, l'installation de Coat qui n'était pas encore tout à fait saisie de l'autre côté, elle apparaît bien ici. Donc, si vous saisissez quelque chose, vous allez apparaître à côté et vous pouvez indiquer toutes vos charges à cet endroit-là. Et ensuite, idem pour les charges de la coopérative. Donc là, c'est un onglet qui est totalement indépendant. Vous pouvez mettre le nom de la coopérative, date de création, la dernière mise à jour du tableau pour qu'on sache un peu de quand ça date ces informations et qu'on n'utilise pas des informations qui auraient 2 ou 3 ans parce que ça n'a pas trop de sens. De mettre un peu les coûts que vous avez en gestion. Là, on voit les coûts de Coat, par exemple, qui a été créé en 2017. À titre d'exemple. Vous avez un petit ici à lire avant de commencer pour vous rappeler de ce qu'il faut faire. Je rappelle encore une fois, mais bien les montants hors taxe, parce que sinon, si on mélange du TTC et du hors taxe, on ne va jamais pouvoir faire des calculs. Voilà. Et ensuite, on a notamment aux assises, beaucoup d'entre vous, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont très intéressées pour aller calculer des moyennes, des tendances, des corrélations avec tous ces chiffres-là. Donc, sachez que dès que vous aurez rempli le tableau, il y a des gens qui vont aller analyser ça et qui sont intéressés pour le faire. Et du coup, ça va nous permettre de créer un peu d'intelligence sur ces chiffres et on aura des moyennes, des choses intéressantes à partager dans les prochains webinaires. Du coup, les prochains webinaires. Hop.
Donc les prochains webinaires, ce sera le prochain en janvier, donc à la rentrée, et on parlera plus là, du plan de trésorerie. Donc on ira vraiment dans le détail en fait du plan de trésorerie, du compte de résultat. C'est un peu les premiers trucs qu'on fait tourner là quand on rentre dans les différents modèles économiques qui circulent dans le réseau, les différentes lunettes de calcul Excel. C'est vraiment ce qu'on rentre en premier. C'est les parties compte de résultat. C'est ce qu'on va regarder en premier. C'est là qu'on va avoir un peu tous les ratios de TRI, etc., etc. Donc la prochaine fois, on verra vraiment ça dans le détail, le plan de trésorerie et le compte de résultat, pour voir si le projet il tient la route. En février, on ira un peu plus loin dans le compte de résultat et notamment on passera pas mal de temps sur tout ce qui est ratio à comprendre. Donc là, les fameux TRI, DSR et autres acronymes un peu obscurs. Et on commencera à voir le bilan. Donc le bilan, c'est en gros la photo des biens et des dettes à la fin de l'année, au 31 décembre de l'année. Qu'est-ce qu'on possède et à qui on doit des sous. Et en mars, on ira un peu plus loin dans le bilan pour bien comprendre tous les ratios, notamment voilà, est-ce qu'on a suffisamment de fonds propres, est-ce que notre société elle est stable ou pas, est-ce qu'on n'est pas trop endetté par rapport à nos actifs. On verra toutes ces choses-là. Et puis, on verra aussi la notion de financement. Donc, qui paye quoi et comment, la répartition entre les fonds apportés par les citoyens, les fonds qu'on va aller chercher en dette. Il y a plein de choses, il y a plein de cas possibles. Et on verra tout ça plus en détail. Après cette série de webinaires, il y a un atelier qui va continuer sur les modèles économiques, notamment pour aller un peu affiner, pour aller faire plus là, de la recherche entre nous, affiner nos outils de calcul. Il y a déjà pas mal de personnes qui travaillent là, sur l'amélioration des moulinettes Excel qui circulent dans le réseau. L'idée étant d'en avoir une qui pourrait convenir à une grande majorité et qui du coup soit régulièrement mise à jour et qu'elle soit bien fiable, parce qu'on a pu voir beaucoup de fichiers Excel qui avaient été repris, puis recopiés, puis remodifiés, puis recopiés, etc. et qui finissent par dire un peu des bêtises. Donc, il faut faire attention avec ces outils et savoir d'où on les récupère. Est-ce que c'est bien la version originale ou est-ce qu'elle a déjà été un peu modifiée de proche en proche, parce que c'est le plus dangereux. Hein, c'est ces petites modifications une par une qui vont toucher une case invisible dans tout le fichier Excel et qui fait qu'à la fin, le résultat n'est pas bon. Parce qu'il y a un moins qui a été changé par un plus et que ça peut faire des grosses différences dans les calculs. Voilà, on va aller faire ça et on aura aussi, je pense, un peu de travail à faire entre nous sur quelle est la viabilité en fait de nos modèles, notamment des nouvelles grappes PV, puisque les grappes PV, plus ça va, plus les volumes économiques du photovoltaïque se réduisent parce qu'elles coûtent moins cher et que les tarifs d'achat baissent. Du coup, toutes les charges annexes prennent de plus en plus de place, donc ça nous invite à faire des projets de plus en plus ambitieux et plus gros. Et puis, on aura aussi une partie de comment on pourrait avoir des salariés dans nos coopératives. Est-ce que c'est possible, pas possible, à quelle échéance, quels sont les critères de taille pour faire ça. Voilà, on aura ensuite on passera du format webinaire au format atelier au sein de la grappe PV pour aller faire un peu de prospective sur tout ça. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis ensuite, on va aller déjeuner. Alors oui, il y avait quelques questions. Question d'une personne qui demande si on a du retour d'expérience sur la fiabilité des équipements onduleurs, panneaux. Alors sur les panneaux, ça va dépendre des marques, mais globalement, c'est quand même des choses qui tiennent bien. Sur les onduleurs, il y a une moyenne qui dit 10 ans et on constate que c'est quand même souvent plus que 10 ans. Donc quand on prévoit sur 20 ans de le renouveler une fois, on est plutôt pessimiste, ce qui est bien, puisque on sait qu'on va le renouveler une fois l'onduleur sur les 20 ans. On n'a pas besoin de mettre deux fois. Là où il y a moins de retours, c'est sur tout ce qui est un peu nouveau, donc notamment les micro-onduleurs ou les optimiseurs avec onduleurs, etc. Donc là, tous les petits systèmes qui vont être plutôt derrière le panneau en toiture. Encore très peu de retours sur l'avantage économique entre le fait qu'ils soient un peu plus chers en amont, mais apparemment, ils vivent au moins 20 ans et du coup, on ne va pas les remplacer sur la durée. Mais ça, on ne sait pas trop encore si c'est vrai puisqu'il y a très peu de recul. Et surtout, en cas de maintenance, il faut aller sur le toit pour aller récupérer l'onduleur. Du coup, ça peut être des choses qui pourraient coûter plus cher. Donc, pour l'instant, très peu de retours là-dessus.
Donc, les micro-onduleurs, c'est un truc qui semble intéressant, mais on a encore peu de retours. Donc voilà, onduleurs, on sait que ça vit plus de 10 ans, sans trop de soucis. Les panneaux, il n'y a pas de... Enfin, en grande moyenne, ils vivent 30 à 40 ans. Ça commence à être prouvé. Mais vous pouvez tomber sur une mauvaise série, sur une mauvaise marque, sur des boîtes de jonction qui sont défectueuses. Il y a toujours des risques dans ce qu'on est en train de faire, puisqu'on achète des choses et puis on espère qu'elles vont tenir dans la durée. Apparemment, oui, il y a des garanties pour, mais c'est jamais une certitude. Et une notion à bien se rappeler, c'est que toute garantie ne vaut que tant que la boîte qui tient cette garantie existe. Donc des marques un peu nouvelles, un peu jeunes, un peu petites, etc., pourraient aussi disparaître, faire faillite et personne ne rachète le fonds. Et dans ce cas-là, votre garantie, il ne intéresse plus personne. Donc vous n'avez plus de matériel garanti et même s'il est défectueux, c'est à vous de réinvestir. Donc il y a toujours des risques là-dessus. Ça, on pourrait aussi faire un atelier, des webinaires un peu plus là-dessus en invitant des je sais pas, GNPV ou un peu des pros de la filière pour leur poser ces questions-là. Je pense que ce serait des ateliers à créer. Qu'on pourrait faire ça. Enfin, on pourrait faire ça d'ici juin, plusieurs ateliers un peu sur cette partie fiabilité. J'ai Patrick qui demande si on remplit le tableau, si on peut le remplir à partir des installations effectives ou des devis. Je pense que... Alors du coup, c'est en gros si c'est encore si c'est à l'étape de devis, mais que c'est le devis final négocié, vous pouvez l'indiquer le devis. Par contre, et sur les installations déjà en service, pareil, vous prenez les coûts réels, donc la facture et vous l'indiquez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il faut juste éviter, c'est de remplir 15 fois le tableau pour une même installation avec 3 ou 4 devis installateurs. Mieux vaut le remplir une seule fois avec l'installateur que vous avez vraiment choisi. Et si vous avez encore un doute, vous mettez celui que vous avez pressenti, mais de ne pas rentrer 15 fois les devis de chaque installateur pour vraiment avoir les devis qui vous ont semblé les plus fiables, donc ceux que vous avez choisis. Et après, ce n'est pas des questions mais des commentaires. Nous sommes intéressés pour avoir le meilleur ratio entre les fonds citoyens et le montant du prêt. Donc capital vs prêt, quoi. Fonds propres. Alors du coup, ça c'est vraiment une... il y a de l'économique là-dedans et il y a aussi de la philosophie. Donc c'est très difficile de répondre à la question. D'un point de vue économique, l'effet de levier que permet l'emprunt est toujours intéressant. Ça veut dire que toute la plus-value que vous avez générée avec votre projet, imaginons on fait un projet qui coûte 10 000 euros au départ, qui va compter 10 000 euros de frais de fonctionnement et qui aura généré 5 000 euros de gains. Si vous avez investi 20%, donc 2 000 euros, vous aurez quand même 5 000 euros à vous partager à la fin entre vous, moins un peu de charges financières. Mais si vous avez investi 10 000, la totalité vous-même, 10 000 euros, vous aurez toujours 5 000 euros à vous partager à la fin. Du coup, c'est cet effet de levier. Plus on va chercher d'emprunts bancaires, plus ce sera rentable sur le capital. Mais philosophiquement, il y en a beaucoup aussi qui souhaitent aller plutôt vers de l'indépendance et du coup, de se limiter au maximum l'emprunt. Donc là, c'est vraiment une question qui est complexe. En tout cas, en termes économiques, généralement, il vaut mieux aller emprunter le plus possible. Et après, en termes de local, en termes de mobilisation de l'épargne, c'est pareil. On a levé 100 000 euros. Est-ce qu'on fait un projet de 100 kilos avec ces 100 000 euros ou est-ce qu'on fait 3 projets de 100 kilos avec ces 100 000 euros parce qu'on sera allé chercher à chaque fois la banque. Donc ça, c'est vraiment une question. Est-ce qu'en local, vous savez que vous allez, de toute façon, vous avez une manne financière disponible qui est hyper importante. Du coup, vous pouvez faire autant de projets que vous voulez. Il y aura toujours les citoyens pour les financer. Ou est-ce que vous dites, on a quand même un territoire où là, on a 10 projets à faire. On doit aller chercher 600 000 euros. En fait, ça va être trop compliqué d'aller chercher 600 000 euros sur le terrain. Du coup, on va faire appel à la banque. Donc, c'est vraiment là, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, quoi. Il y a un enjeu aussi philosophique de certains qui veulent sortir des banques. Là-dessus, il n'y a plus d'argument économique là-dessus. C'est plutôt une vision locale de qu'est-ce qu'on veut faire. Et là-dessus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas vraiment de jugement possible
à avoir, quoi. Et après, c'est une question de est-ce qu'il y aura la vidéo et le diaporama envoyé à tous les inscrits Alors, voilà. le diaporama, Et sinon, c'est oui. plein de remerciements. Le diaporama, il va arriver très vite. Là, je peux vous l'envoyer dans l'après-midi. La vidéo, il faut juste qu'on la nettoie un peu parce qu'il y a toujours les petits temps au début, les machins et trucs. Donc là, ce sera fait. Elle va peut-être arriver qu'à la rentrée, du coup, la vidéo. Et du coup, elle sera mise en ligne et elle vous sera envoyée sur la liste GrapPV. Pour ceux qui ne sont pas dans la liste GrapPV, du coup, n'hésitez pas à vous y inscrire. Mais je crois, Julien, est-ce que tu peux me confirmer qu'on pourra, dans tous les cas, envoyer le lien à tous ceux qui se sont inscrits? Alors, Eric, moi, je ne sais pas si ton atelier est public ou uniquement réservé aux adhérents. Là, c'est public. Il n'y a pas de souci. Il est public. Donc, moi, je vais créer, je vais récupérer la vidéo de ce webinaire et créer 2 ressources. Une qui sera mise sur l'espace adhérent et une qui sera en doublette sur le site grand public d'énergie partagée. Et du coup, après, tu pourras mailer tous les participants pour qu'ils puissent avoir accès à la vidéo, soit par un canal, soit par l'autre. Ok, donc vous aurez tout ça dans votre boîte mail avec un lien propre qui vous permettra dans tous les cas d'accéder à cette ressource. Ainsi qu'à ton support qui pourront du coup télécharger. Tout à fait. Et écoutez, merci à tous d'avoir été bien nombreux. Il y a quand même eu jusqu'à 55 participants. Donc, moi, c'est une première et un peu stressant, mais ravi d'avoir fait l'exercice. J'espère que c'était clair et que vous pourrez aussi le diffuser dans vos coopératives pour faire un premier pas sur les modèles éco. Parce que des fois, c'est un peu difficile en local à expliquer à chacun comment ça fonctionne. Donc, ça fait une première vision pour accueillir des nouveaux. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser comme ça. Et du coup, je vous souhaite un bon appétit et à tous de très belles fêtes. Voilà.